Bonjour à tous. La classe de 4e A étant fermée, le but de la vidéo est de remplacer le cours que les autres élèves ont eu ce lundi après-midi en classe et de vous permettre du coup d'avancer au même rythme et de faire votre travail mais directement de chez vous. Le principe est simple, vous allez suivre la vidéo exactement de la manière où vous suivriez le cours en étant en classe, c'est-à-dire que je vais vous faire la correction de l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, on va avancer sur le chapitre 8 que nous avons démarré la dernière fois sur le son, et on va faire une petite activité documentaire. Et donc regardez simplement la vidéo et laissez-vous guider comme si vous étiez en classe. Donc on va commencer par la correction de l'exercice sur la soudure au gaz que je vous ai donné à faire pour aujourd'hui, donc qui était le dernier exercice du chapitre 7 sur les transformations chimiques. Donc la soudure oxyacétylénique ou soudure au gaz est réalisée à l'aide d'un chalumeau libérant une flamme qui fait fondre le métal. Donc on vous précise que c'est une combustion de l'acétylène dans le dioxygène. La molécule d'acétylène est composée de 2 atomes de carbone et de 2 atomes d'hydrogène et cette réaction libère de l'eau et du dioxyde de carbone. Alors, si vous avez rencontré des difficultés pour faire cet exercice, rassurez-vous, il n'y a rien d'étonnant à ça, c'est normal. Cet exercice est ce que j'appellerais un exercice d'ouverture, c'est-à-dire qu'il ouvre vers les compétences que vous allez devoir avoir les années prochaines, c'est-à-dire en classe de 3e, en classe de seconde, et actuellement on ne vous demande pas d'aller aussi loin dans l'étude d'une transformation chimique. Vous n'êtes pas censé être capable d'écrire vous-même et d'équilibrer vous-même l'équation de réaction comme on va le faire là dans cet exercice. Le principal, c'est que vous ayez compris le fonctionnement et que vous ayez de ce fait eu un premier aperçu de la façon dont on équilibre une équation. Mais rassurez-vous, ça ne vous sera pas demandé tel quel dans une interrogation écrite. À la rigueur, on vous demandera de faire comme l'exercice 1, c'est-à-dire on vous proposera différents cas de transformation et on vous demandera de choisir la bonne équation en fonction de la transformation qu'on vous aura décrite. Donc, question 1. Écrire la formule de la molécule d'acétylène. On vous demande de vous servir du texte, donc on vous dit la molécule d'acétylène est composée de 2 atomes de carbone et de 2 atomes d'hydrogène. Cette réaction libère de l'eau, de dioxyde de carbone, ça ne nous intéresse pas encore pour l'instant. Donc 2 atomes de carbone et 2 atomes d'hydrogène. Je commence par placer mes atomes, carbone, hydrogène, dans l'ordre alphabétique, le C avant le H, puis on me dit qu'il y a 2 atomes de carbone, je vais donc mettre un petit 2 ici en indice, et 2 atomes d'hydrogène, un petit 2 en indice par rapport aux atomes d'hydrogène. Et j'obtiens donc une molécule de C2H2. Attention de ne pas écrire 2 carbone plus 2 hydrogène, car dans ce cas-là, ça ne voudrait pas dire une molécule composée de 2 carbone et de 2 hydrogène, ça voudrait dire 2 atomes de carbone séparés les uns des autres, et 2 atomes d'hydrogène séparés les uns des autres. Or là, on a une molécule, c'est-à-dire que c'est 4 atomes qui s'assemblent, souvenez-vous du modèle moléculaire, qui s'assemblent ensemble pour former cette molécule d'acétylène. Donc attention à l'écriture de la molécule. Ensuite, dans la question 2, on vous demandait d'écrire le bilan de la réaction. Alors qu'est-ce que c'est exactement le bilan de la réaction? Ça revient à trouver quels sont les réactifs dans la réaction et quels sont les produits de la réaction. Alors je vous rappelle, les réactifs, ce sont les composés qu'on met ensemble au départ et qui vont réagir ensemble pour former les produits de la réaction à l'issue de cette réaction chimique. Donc on lit le texte, quels sont les produits et les réactifs? Les réactifs, on nous dit que c'est une combustion de l'acétylène dans le dioxygène. Donc forcément, les réactifs seront l'acétylène et seront le dioxygène. Ensuite, on va vous demander quels sont les produits. Donc je mets la flèche ici, normalement la flèche on est censé l'écrire comme ça vers la droite, mais je manque de place, donc je l'écris vers le dessous. Ensuite, quels sont les produits de la réaction? On nous dit que cette réaction libère de l'eau et du dioxyde de carbone, donc les produits de la réaction seront eau et dioxyde de carbone. Voilà ce qu'est le bilan de la réaction. En fait, on vous demande simplement d'écrire les réactifs et la flèche et les produits. Alors soit vous l'écrivez directement sous forme d'une espèce d'équation de réaction, mais où on ne met pas encore l'écriture des molécules avec les symboles, mais on écrit directement en toutes lettres, ou alors vous pouvez directement faire une phrase comme vous les aviez trouvées dans l'exercice 1 sur les feux d'artifice, c'est-à-dire d'expliquer directement l'acétylène réagit avec le dioxygène pour former de l'eau et du dioxyde de carbone. Donc vous écrivez directement cette phrase, et ça aussi on considère que c'est un bilan de réaction. Donc basiquement, vous devez donner les réactifs et les produits de la réaction, c'est ça faire le bilan. Et ça nous permet ensuite d'écrire justement les réponses à question 3 et à question 4. Maintenant qu'on a le bilan de notre réaction chimique, on va pouvoir essayer de décrire l'équation de réaction. Comment on va s'y prendre? Donc on commence à traduire notre bilan par une écriture avec les symboles, une écriture symbolique. Donc l'acétylène, on l'a dit au-dessus, c'est C2H2. Plus le dioxygène, O2, nous donne de l'eau, donc H2O, plus du dioxyde de carbone, CO2.
Pour l'instant, je laisse toujours un petit espace devant chaque molécule pour pouvoir éventuellement rajouter des coefficients, c'est-à-dire le nombre de molécules qui vont intervenir dans notre transformation. Qu'est-ce qu'on nous précise dans la question 3? On nous dit que 2 molécules d'acétylène libèrent 4 molécules de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Donc voilà, je rajoute les chiffres, les coefficients en fonction de ce qu'on m'indique dans le texte. Donc voilà la transcription de notre bilan réactionnel sous forme d'équation de réaction avec les symboles et les coefficients qu'on nous a donnés dans la question 3. Et maintenant, dans la question 4, on va devoir vérifier si, en fait, notre équation de réaction est équilibrée, s'il y a bien conservation du nombre de chaque atome. Je vais récupérer ça, hop, je vais le mettre ici. Et on va répondre de cette là à la question 4. Alors, Lavoisier nous dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on doit avoir dans les réactifs, c'est-à-dire dans cette partie-là de l'équation de réaction, ce sont les réactifs, on doit avoir la même quantité d'atomes au niveau des réactifs qu'au niveau des produits de la réaction. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. On n'a aucune perte d'atomes en cours de route, on n'a pas de création d'atomes en cours de route, ce sont juste des atomes qui se réarrangent pour que les molécules se transforment en d'autres molécules, mais toujours en se servant des mêmes composants de départ, c'est-à-dire des mêmes atomes. On va donc vérifier la conservation du nombre de chaque atome, atome par atome. On va commencer par les carbones, puis on va faire les hydrogènes, puis on va faire les oxygènes. On peut faire un petit tableau, simplement, hop, entre réactifs et produits. Donc j'aligne le tableau avec l'équation de réaction dessus, comme ça on sait que ça c'est les réactifs, et ici c'est les produits. Au niveau des carbones, regardons un peu combien on en a au niveau des réactifs. On a C2H2, c'est-à-dire 2 carbones par molécule d'acétylène. Mais on a 2 molécules d'acétylène. Ça veut dire que 2 carbones par molécule, 2 molécules, ça nous fait 4 carbones. Même principe de ce côté-là, on n'a pas de carbone au niveau d'ici, c'est de l'eau, puis on a du carbone sur les CO2. On a 1 carbone par molécule de dioxyde de carbone, et on a 4 molécules en tout, ce qui nous fait 4 fois 1, 4 carbones. Comptons les hydrogènes maintenant. On a 2 hydrogènes pour une molécule d'acétylène et on a 2 molécules d'acétylène. Même principe qu'avec le carbone, ça nous fait 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Rappelez-vous que quand on écrit ça, ça veut dire que chaque molécule est composée de 2 hydrogènes et de 2 carbones. Comme on a 2 molécules, ça nous double forcément le nombre d'atomes présents dans une molécule. On vérifie le même principe des deux côtés. Côté produit, on n'a pas d'hydrogène dans le dioxyde de carbone, par contre on en a 2 par molécule d'H2O, de molécules d'eau. On a 2 molécules d'eau, ce qui nous fait 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Donc on a bien autant d'atomes d'hydrogène présents au départ et à l'arrivée. Comptons maintenant les oxygènes. Ici dans les réactifs on a une molécule d'oxygène. Je vous rappelle que quand on met rien là devant, ça équivaut à mettre un 1. Et donc ça nous fait 2 atomes d'oxygène. Ici on a un atome d'oxygène par molécule d'eau et 2 molécules d'eau, ce qui nous fait 2, plus on a aussi de l'oxygène dans les CO2, on a 2 atomes d'oxygène par molécule de dioxyde de carbone, et on a 4 molécules, ce qui nous fait 4 fois 2, 8. Donc ce qui nous donne au total 10 oxygènes. Là par contre, on n'a pas la conservation du nombre d'atomes au niveau des réactifs et au niveau des produits. On va devoir donc modifier cette équation de réaction pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit équilibrée. C'est-à-dire que ici on a 2 oxygènes, ici on en a 10, il faudrait qu'on en ait 10 à gauche et à droite. Donc c'est pas une seule molécule de dioxygène qu'on va mettre, on va devoir rajouter un 5 devant, et 5 fois 2 va nous donner 10 oxygènes. Et là, enfin, mon équation est équilibrée, j'ai bien autant d'atomes de chaque au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Et voici la bonne équation de réaction qui correspond à la transformation chimique qui se produit au niveau du chalumeau quand on l'allume, donc quand l'acétylène subit une combustion dans le dioxygène. La combustion, ça sera toujours comme ça, ça sera toujours le combustible, là ça va changer en fonction du combustible, là c'est de l'acétylène, ça peut être du butane, du propane, le charbon, le carbone comme on a vu pour le fusain, et ça sera toujours dans du dioxygène. C'est le comburant, c'est ce qui aide le combustible à brûler. Et on obtient en général souvent du dioxyde de carbone, de l'eau et parfois d'autres composés, comme du monoxyde de carbone, du carbone, etc. Donc voilà, on a équilibré notre équation. Et cette façon d'équilibrer les équations, c'est la façon que vous allez apprendre à faire au fur et à mesure des années jusqu'au lycée. Et ça sera au lycée, on exigera de vous de faire ça par vous-même. Là pour l'instant, c'était une ouverture, mais je ne vous demanderai pas en interro d'écrire vous-même l'équation et de l'équilibrer vous-même. Ce que je veux ici, c'est que vous ayez compris, et que vous ayez compris la différence entre les grands chiffres devant les molécules qui désignent le nombre de molécules présentes. Par exemple, ici, j'ai 2 molécules d'eau, c'est-à-dire, hop, 2 molécules H2O, comme ceci. Et
les petits chiffres qui sont placés à côté des atomes qui désignent le nombre d'atomes présents dans la molécule. Là, on a 2 hydrogènes et un oxygène, c'est-à-dire les 2 hydrogènes et l'oxygène qui est ici au milieu. C'est ça qu'il faut que vous sachiez bien faire comme différence. Voilà pour cet exercice. Donc ça nous clôture notre chapitre sur justement les transformations chimiques. La semaine prochaine, on fera une interrogation. On fera une interrogation sous la forme de QCM, un peu comme vous faites en musique avec les QR codes avec Plickers. Attention, c'est pas parce que c'est une interro QCM qu'il faut se dire c'est facile, je peux y aller les mains dans les poches. Ça sera le même niveau de difficulté qu'une interro classique. En général, les interros donnent les mêmes moyennes de classe les interros QCM donnent les mêmes moyennes de classe que les interros classiques. Donc révisez bien les conclusions, vous aurez des questions dessus, et révisez bien les exercices, pareil, il y aura des questions dessus. Encore une fois, l'exercice 1 sur le feu d'artifice, il faut savoir le faire. Vous devez être capable de faire au moins les 2 premières questions de cet exercice-là tout seul. Questions 3 et 4, ça ne sera pas exigé de vous pour l'interrogation. Donc comme d'habitude sur Pronote, je vous fournis l'intégralité du chapitre sous format PDF pour vous aider à réviser et compléter votre cours éventuellement s'il manque quelque chose ou si vous voulez vérifier une correction. Voilà, donc ça nous termine ce chapitre 7 sur les transformations chimiques. On va reprendre du coup le chapitre 8 qu'on avait commencé la dernière fois qui concerne du coup la vitesse de propagation du son et de la lumière. On avait parlé rapidement de l'orage et de la façon dont on calcule la distance à laquelle se trouve un orage. Je vous rappelle qu'en gros, il faut compter le nombre de secondes qu'il y a entre le flash et l'arrivée du son et diviser par 3 pour connaître le nombre de kilomètres. On va ouvrir ce chapitre par une activité. Donc, grand 1, lumière, son et sécurité. Vous pouvez noter dans votre cahier comme d'habitude. Et activité documentaire numéro 9, les dangers du son et de la lumière. Donc je vous invite à travailler directement à partir des documents que je vous ai fournis. Donc vous avez sur le Pronote l'activité qui est en format PDF, vous pouvez l'ouvrir et travailler dessus. Sinon vous avez aussi les documents sur mon PowerPoint, donc je vais vous les montrer. Vous avez le document 1 ici sur le schéma de l'anatomie de l'oreille et de l'œil. Le document 2, ici c'est pas noté, mais c'est le document 2 sur l'exposition à un laser et la montagne. Et le document 3 sur les dangers du son. Vous avez du vocabulaire ici, intensité sonore et liaison irréversible que je vous invite à lire. Et vous avez les questions à répondre qui sont ici. Donc il faut répondre aux 4 questions. Donc je vous laisse faire une pause sur cette vidéo et essayer de répondre aux questions de l'activité documentaire par vous-même. Une fois que vous avez fini de répondre à l'activité, donc exactement comme en classe quand je vous laisse travailler sur votre activité et qu'ensuite on corrige, essayez de répondre à toutes les questions et une fois que vous avez répondu aux questions, vous pouvez relancer cette vidéo pour suivre la correction de l'activité. Allez, c'est à vous. Voilà, donc normalement là si vous refaites play sur la vidéo, ça veut dire que vous avez terminé de répondre aux questions. On va donc faire la correction ensemble. Question 1. Une personne qui effectue une découpe laser court 2 dangers, lesquels? Précisez les parties de l'œil exposées. Donc quand on vous dit 2 dangers, c'est pas forcément 2 dangers séparés, c'est qu'en gros elle met en danger 2 parties de son œil, lesquelles en particulier. Donc là si on regarde dans le document 1 et dans le document 2, on nous explique que le rayon laser peut brûler la rétine, donc cette partie-là en fait de l'œil, c'est ce qui équivaut dans une caméra ou dans un appareil photo au capteur. Donc c'est l'image va arriver sur la rétine et la rétine va envoyer cette information au cerveau qui va en modéliser une image, c'est ce qui nous permet de voir. Et ensuite, on nous dit qu'il peut également brûler les cellules de la cornée. On nous dit que le rayonnement solaire réfléchi par la neige brûle les cellules de la cornée. Donc le laser évidemment peut brûler la rétine et il peut également brûler la cornée. Donc on peut mettre en danger ces 2 parties-là de notre œil. La cornée en gros ça agit un peu comme le verre des lunettes, c'est ce qui nous permet de concentrer la lumière sur la rétine. Voilà pour la question 1, donc je vous mets la première partie de la correction. Voilà, le laser peut découper le métal, il y a un risque de brûlure de la cornée et de la rétine lors de son utilisation, notamment en cas de réflexion du rayon sur la plaque. Ce risque est semblable à celui que l'on court lorsque la lumière du soleil se réfléchit sur la neige. Donc attention, le rayon laser peut se réfléchir sur la plaque en métal. De ce fait-là, c'est dangereux, il faut se protéger les yeux, même si on ne pointe pas le laser vers nous, parce qu'il peut se réfléchir sur la plaque en métal et revenir dans l'œil, et causer quasiment autant de dégâts que ce qu'il causerait en cas d'exposition directe. Question 2, on vous demandait quel est le danger que court une personne exposée à des sons intenses, précisez les parties de l'oreille exposées. Donc là il fallait regarder le document 3, on vous explique que l'utilisation d'un marteau-piqueur expose l'oreille à un bruit très intense. Lors d'un concert, on peut atteindre parfois l'intensité sonore d'un marteau-piqueur, et le reste du temps c'est suffisamment intense pour engendrer au fil des soirées une liaison irréversible des cellules sensitives de la cochlée. La cochlée, c'est cette partie-là de l'oreille. Les cellules sensitives de la cochlée s'appellent les cellules ciliées. Il faut savoir que les cellules ciliées, on en a un capital à la naissance, et qu'une fois détruites, ces cellules ne se régénèrent pas naturellement comme les cellules de la peau quand on se blesse. Ce qui fait que dès que vous écoutez un son,
où l'intensité sonore dépasse le seuil de dégâts, le seuil à partir de laquelle on commence à endommager nos cellules, et ben vous détruisez les cellules sensitives de la cochlée, c'est-à-dire les cellules ciliées. Et ces cellules, vous ne les récupérerez jamais. Donc peut-être que maintenant, vous ne le ressentirez pas en termes de dégâts immédiats sur vos oreilles, mais vous payerez l'addition plus tard, au fur et à mesure des années où vous allez vous exposer régulièrement à des sons trop forts, vous allez détruire de plus en plus de vos cellules ciliées, et ça finira par créer des lésions irréversibles sur votre ouïe, c'est-à-dire des lésions dont le sujet ne pourra plus jamais guérir, ne pourra plus jamais entendre comme avant. C'est pour ça qu'il faut respecter les consignes. En général, sur vos téléphones par exemple, quand vous montez le son trop fort, le téléphone vous indique qu'il y a un danger potentiel et qu'il ne faut pas monter le son au-delà de cette limite. En général, c'est représenté par une barre bleue pour le son normal et une barre rouge quand vous dépassez la limite de danger. Et il faut éviter de dépasser la limite de danger, même ne le faites pas du tout. Vous vous remercierez plus tard car de ce fait-là, vous protégez vos cellules ciliées. C'est ce qu'on vous explique là-dedans. Un son très intense peut abîmer directement votre oreille, mais même un son un peu moins intense, à partir du moment où il dépasse le seuil de danger, au fil du temps, au fil des soirées, au fil des moments où vous allez écouter votre son trop fort sur votre téléphone ou votre télé ou votre ordinateur, ça finira par causer des dommages irréversibles petit à petit à vos oreilles. Donc faites bien attention à ça. Question 3. Donnez les moyens de protection obligatoires lors d'utilisation du laser et du marteau-piqueur. Document 1 à 3. Donc forcément, ça cible vos yeux et vos oreilles, donc vous vous doutez bien qu'il va falloir se protéger les yeux et les oreilles. Pour se protéger les yeux, on peut se servir de lunettes. Il y a des lunettes spéciales pour l'exposition à un laser ou pour l'exposition à justement un chalumeau, comme le chalumeau qu'on a vu avant, qui sont des lunettes très opaques qui permettent de se protéger de l'intensité lumineuse très forte émise par un rayon laser ou une soudure. Et on peut également, pour le son, se protéger les oreilles à l'aide d'un casque anti-bruit. C'est le genre de casque que portent les personnes que vous voyez sur la voie publique en train de tailler l'herbe, ou les personnes qui utilisent par exemple un marteau-piqueur, ou les personnes sur le tarmac d'une piste d'avion, car un avion au décollage fait énormément de bruit, et on voit toujours les gens avec des casques, c'est des casques anti-bruit qui les protègent des bruits trop intenses. Alors ça leur réduit pas tous les sons à zéro. D'accord, ils entendent quand même des choses, ils entendent l'avion, ils entendent le marteau-piqueur, mais ils l'entendent moins fort, beaucoup moins fort, de manière à ce que ça descende sous le seuil de danger. Et enfin, préciser le niveau sonore à partir duquel l'écoute de la musique est dangereuse. Donc je vous laisse faire une pause et chercher rapidement, vu que vous êtes sur votre ordinateur sur internet, quel est le niveau sonore minimum à partir duquel l'écoute de la musique est dangereuse, ou l'écoute d'un son en général. Attention de ne pas se tromper entre le niveau de sonore minimum pour le danger et le niveau de douleur. Le seuil de douleur, c'est le seuil à partir duquel un son se met à être douloureux pour les oreilles. Mais on commence déjà à détruire ces cellules ciliées, c'est-à-dire les cellules sensitives des oreilles, avant même ce seuil de douleur. Et c'est ce seuil de danger que vous devez trouver. Donc allez-y, faites pause, je vous laisse chercher sur internet. Voilà, normalement maintenant vous avez eu le temps de faire votre petite recherche, et je vais vous répondre de ce fait-là. Donc ça c'est tout ce qu'on a dit, risque de perforation pour le tympan, perte de l'audition au niveau des cellules de la cochlée pour un son trop fort, se protéger avec des lunettes et le port du casque. Et enfin, le niveau sonore à partir duquel l'écoute de la musique est dangereuse est de 90 décibels. Voilà, donc il faut faire attention à ne pas dépasser 90 décibels. Si vous voulez être sûr de ne pas abîmer vos oreilles, par exemple avec le son de votre télé ou de votre ordinateur, vous pouvez installer sur des téléphones des applications qui vous permettent de faire sonomètre. Il faut savoir que dans vos téléphones, il y a déjà des capteurs qui permettent de faire sonomètre, il suffit d'avoir la petite application qui va avec. Il y a beaucoup d'applications gratuites qui peuvent faire ça. Je vous invite à en installer une et à vérifier sur votre ordinateur ou votre télé quand vous l'écoutez si vous ne dépassez pas 90 décibels. Si vous dépassez ce seuil, il faut réduire le son de votre télé ou de votre ordinateur pour ne pas endommager votre ouïe et endommager vos oreilles de manière irréversible. Voilà, donc ça nous amène à la conclusion de cette activité. On la lit ensemble. Vous embêtez pas à la noter pour l'instant, les autres ne l'ont pas encore notée, donc on la notera tous ensemble à votre retour en classe la semaine prochaine. L'intensité des signaux sonores et lumineux peut provoquer des dommages irréversibles de l'œil et du tympan, donc c'est-à-dire que c'est des dommages qu'on ne peut plus réparer, on ne récupérera plus notre vue ou notre ouïe. Il faut se protéger de la lumière du soleil et respecter les consignes de sécurité très strictes lors de l'usage d'un laser. Son faisceau peut subir des réflexions accidentelles et pénétrer dans l'œil sans avoir perdu de son intensité, c'est-à-dire que vous pouvez pointer un laser vers un mur par exemple, que ça rebondisse sur une partie métallique, que ça rebondisse encore sur une deuxième partie métallique et que ça finisse par revenir dans les yeux de quelqu'un, et ça sera aussi dangereux que si vous aviez directement exposé l'œil de quelqu'un avec un laser. Faites très attention avec un laser, que ça soit les lasers pour jouer avec les chats, pas mettre ça dans l'œil de votre chat, vous risquez d'abîmer son œil, ou de votre chien, de n'importe quel animal, ni dans l'œil bien sûr de n'importe quelle personne, parce que ça peut vraiment brûler la rétine, brûler la cornée,
de manière irréversible. Et enfin, il ne faut pas écouter de la musique trop forte, c'est-à-dire au-delà de 90 décibels, car cela engendre une perte de l'audition qui peut être progressive, d'accord. Ça ne sera pas forcément immédiat si le son est juste au-dessus de 90 décibels, mais avec le temps, vous pouvez endommager votre ouïe. Il faut savoir qu'il y a deux choses qui rentrent en compte dans les dangers du son, c'est la durée d'exposition et l'intensité du son. Donc un son très intense écouté peu de temps peut déjà endommager, mais un son juste à peine plus intense que le seuil de 90 décibels, si vous écoutez régulièrement, ça peut aussi endommager votre ouïe. Voilà, c'est terminé donc pour le cours d'aujourd'hui. Je vous invite à réviser le chapitre 7, bien apprendre vos conclusions, bien revoir les corrections des exercices, des activités pour pouvoir faire votre interro la semaine prochaine. Ne vous dites pas, c'est pas la peine que je révise pour l'interro si jamais certains sont positifs et ne peuvent pas rentrer en classe la semaine prochaine. L'interro, vous l'aurez, que ça soit en classe en version QCM ou vous aurez à la faire à la maison avec Cuisinière. Je vous présenterai le quiz Cuisinière si jamais vous ne pouvez pas rentrer en classe la semaine prochaine. Et vous serez invité à répondre aux questions directement en ligne. Et donc vous aurez votre note comme tout le monde de QCM. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, travaillez bien et on se voit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Pronote.